Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien avec du retard, mais je vous avais prévenu hier que la vidéo elle arrive un petit peu plus tard aujourd'hui. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur les 24 dernières heures. Ça a été plutôt calme du côté de la flotte, mais par contre, calme en termes de péripéties. Par contre, ça va encore extrêmement vite pour les bateaux de tête. Alors, on n'a pas rebattu de record. Hier, le record était à 602 000, il a été augmenté à 612 1000 nautiques en 24 heures par Sébastien Simon. Depuis, les concurrents vont un petit peu moins vite. On reviendra sur les vitesses en 24 heures en fin de vidéo. Et puis, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Et sur le classement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos voile, mais également cyclisme. Je rappelle qu'il y a un top 10 de fin de saison, enfin un bilan des équipes qui est sorti sur la chaîne, vous pouvez aller le voir. C'est même très drôle parce que normalement les vidéos qui font le plus de vues sur ma chaîne, ce sont les vidéos cyclisme, et que cette vidéo-là a fait le moins de vues en 24 heures, on va dire, par rapport aux autres vidéos. Donc c'est assez marrant de voir les statistiques du moment. Et puis, n'hésitez pas à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Plus vous cliquez rapidement sur une notification sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant par la plateforme YouTube, donc ça me soutient. Et puis deuxième moyen de me soutenir, ça c'est seulement si vous en avez les moyens. Vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font et qui se sont abonnés ces derniers temps. On commence tout de suite avec la situation météo. Vous voyez, la dépression dont on parle depuis quand même de nombreuses journées. Cette dépression, on en parle beaucoup. Eh bien, elle continue, elle va les emmener jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. Je pensais hier qu'il y aurait vraiment une réflexion à avoir pour descendre un petit peu plus sud. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ça sera peut-être une réflexion qu'il faudra avoir demain. Mais pour l'instant, ils sont presque sur la route idéale, ce qui est même assez rare sur un Vendée Globe de se retrouver à cet endroit de la course sur la route idéale. Souvent, on est déjà bien plus sud. On est au niveau de la limite déjà avec la zone des déglaces. Là, ce n'est pas le cas. On rappelle également que la limite a été abaissée il y a 2 jours de 100 000 vers les pôles. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus d'espace de jeu pour les concurrents. Et donc cette dépression qui évolue et qui continue d'avancer, mais qui va un petit peu... qui va les lâcher, je pense, au fur et à mesure. Et derrière, ça va être compliqué. Ils vont se retrouver dans des zones avec beaucoup moins de vent. Mais tout le monde, je dirais tout ce paquet des 20 premiers sera, jusqu'à Isabelle Yoshke, sera dans des zones avec peu de vent. Donc voilà, vous voyez, ça va commencer à diminuer dans les prochaines heures. Et là, il va y avoir une transition à faire avec une autre dépression, mais qu'ils vont garder normalement très longtemps, cette autre dépression. Ils vont rester dans du vent très bon, intéressant, jusque quasiment au Cap Lewin. Donc la traversée de l'Indien devrait être une traversée de l'Indien express. Ça veut dire risque de casse au niveau du matériel, parce que l'Indien, on en parlera peut-être plus en détail demain de l'océan Indien, parce que on aura déjà les premiers temps du Cap de Bonne-Espérance demain. Donc on parlera de l'océan Indien. L'océan Indien, c'est une mer très particulière, c'est une mer de conflit, on va dire, et c'est une mer qui est très cassante. Donc pour le moment, ça c'est la météo pour les concurrents de tête, voilà, pour ce peloton-là. Regardez les autres groupes, eux ils sont dans du vent déjà actuellement qui est plus faible, et ce vent va mollir de plus en plus au fur et à mesure des heures. On dépassera rarement une dizaine de nœuds du côté du vent, et ça va concerner je dirais Samantha Davis, voire même Paul Meillat, mais surtout Samantha Davis à Isabelle Yoshke, donc de la 10e place au classement à la 20e, quasiment Isabelle Yoshke. Derrière, on a le petit peloton des bateaux à dérive. Eux, ils sont dans du vent qui est un petit peu plus fort dans les prochaines heures. C'est du vent qui va se renforcer, donc autant la situation météo était plus compliquée que pour les bateaux de tête jusqu'à maintenant. Là, ça va être une situation météo qui va être pas plus simple,
parce que les bateaux de tête ont de la chance de tomber directement dans une dépression, mais une situation météo qui va être quand même plus intéressante, et surtout, ils vont pouvoir remonter sur les Abel-Yeuchke, mais pourquoi pas sur un Damien Seguin aussi, qui ne va pas très vite, et qui n'a pas réussi véritablement à s'échapper. Donc ça va peut-être être intéressant pour les bateaux à dérive. Par contre, toujours une belle bagarre pour les bateaux à dérive en ce moment, avec des écarts qui sont extrêmement réduits dans cette flotte, je dirais dans cette deuxième catégorie, où là c'est très très bien. Et puis on va remonter un petit peu pour Jing Kunshu, donc vous voyez, lui il va avoir du vent très fort. Et Salbosch Verres, lui, il devrait passer l'équateur, quand les premiers, eux, passeront le cap de Bonne-Espérance. Donc voilà, les différences de distance sont énormes, parce que normalement, demain, à la même heure, enfin à 11 h, quand on fera la vidéo, donc quand vous la verrez à midi, entre midi et demi et 13 h pour la mise en ligne, eh bien, on sera au cap de Bonne-Espérance. Les premiers auront déjà passé le cap de Bonne-Espérance. Et ça veut dire que le temps entre l'équateur et le cap de Bonne-Espérance aura été record. Parce qu'on a vraiment repris pas mal de temps sur le record d'Armel Lecléache, et on aura peut-être le record entre les Sables d'Olonne et le cap de Bonne-Espérance, parce que c'était Alex Thompson, je crois, qui était passé en tête l'année du record d'Armel Lecléache. Donc Armel Lecléache n'a pas le record jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Donc ça va être intéressant de suivre tout ça au niveau des temps et des chronos. Pas grand chose d'autre à dire en termes de météo, donc on va passer tout de suite aux péripéties de ces dernières heures. On va revenir un petit peu sur Justine Métro, parce que c'est vrai qu'hier, pour tout vous dire, les problèmes de Justine Métro sont arrivés. Enfin, j'ai eu des informations quand j'étais en train d'enregistrer, et surtout après l'enregistrement. Donc j'ai fait, comment on pourrait appeler ça, une petite pastille, je ne sais plus comment il appelle ça, le joueur du grenier, un petit patch, voilà, dans la vidéo, pour vous redonner l'information. Je pense que ça s'est vu en termes de montage. Mais oui, donc Justine Métro qui a perdu son J0. Il s'est déchiré complètement, donc là il est irrécupérable. Enfin, ça coûterait beaucoup trop de pièces pour récupérer une voile qui ne serait pas performante et qui pourrait se redéchirer de nouveau. Donc c'est une voile qui n'est pas réparable actuellement, la voile de Justine Métro. Et désormais, donc, Justine Métro qui a changé un petit peu de trajectoire en bois, hein. Du côté de Clarisse Kremer, Samantha Davis, on descend beaucoup plus sud désormais. Que ce que faisaient notamment les bateaux de tête en termes de trajectoire. Et du côté de Justine Métro, donc elle a perdu son J0, ça lui a coûté, donc déjà, elle avait tenté de le réparer la veille, la réparation donc n'a pas tenu, ça a pété à un autre endroit, ça lui a coûté beaucoup d'énergie, Justine Métro, et au niveau du moral, c'était pas top, pour tout vous dire. Donc elle a fait une vidéo hier. C'est vrai qu'on sent que du côté du moral, ça l'a un petit peu affecté, parce que le J0, c'est une voile qui est quand même pas mal utilisée dans les mers du Sud. Donc c'est une voile qu'elle ne pourra pas utiliser. Et donc il va falloir jouer avec ses autres voiles, la grande voile également, pour pas surtoiler non plus. Donc il va falloir gérer tout ça. Et c'est forcément pas une bonne nouvelle pour elle, même si elle s'est consolée avec du parfait. Super. Alors, moi j'en ai jamais goûté. Il semblerait que c'est un truc suisse, le parfait. J'en ai déjà vu dans des vidéos de youtubeurs. Donc c'est une sorte de... Je sais pas en quoi c'est fait, mais il semblerait que c'est ignoble. C'est un truc, mais genre ignoble, pour les palais de francophones, enfin de français. Il semblerait que c'est très particulier comme goût. Mais c'est un produit typiquement suisse. Voilà, le parfait. Donc Justine Métro... qui donc a essayé de se consoler de sa perte de voile, mais forcément le moral est moyen. Voilà, quand vous avez une petite merde qui vous arrive, c'est arrivé à Bestaven hier, hein, on en parlait, le fait d'avoir perdu 40 000, ça l'avait un petit peu affecté. Louis Duc, lui, on va revenir sur Louis Duc. Alors voilà, je vais montrer les moyennes de Justine Métro, parce qu'on m'a dit de monter ce tableau-là un petit peu plus longtemps, que je passais un petit peu trop vite. Donc voilà, je vous le montre, vous voyez, 369 000 de parcouru sur les 24 dernières heures. On va revenir sur Louis Duc. Du côté de Louis Duc, qui est toujours bien placé. Vous voyez dans le groupe des dériveurs, hein, il est en deuxième position derrière Jean-Luc Ham, mais derrière Éric Bédion, devant Éric Bédion, devant Benjamin Ferré, devant Violette d'Orange, enfin, voilà, devant du très beau monde pour le moment. Louis Duc, lui, il va commencer à avoir des petits problèmes. Il a perdu son spi, Louis Duc, en début de course.
Et ce qui fait que ça va bien l'handicaper dans la situation de transition qui va arriver. On ne va pas avoir beaucoup de vent tout de suite, tout de suite. Après, je trouve qu'il s'en sort pour le moment extrêmement bien, c'est ce qu'il disait. Il pensait pas être aussi bien placé en attaquant les mers du Sud. Donc lui, il est plutôt content de son positionnement. Il disait juste, voilà, ce petit problème technique-là va forcément un petit peu m'handicaper. Mais ça sera à moi d'être un bon marin et de compenser ça avec une bonne stratégie. Mais voilà, Louis Duc, donc, qui va avoir du mal au niveau des conditions météo, un peu faiblarde. Donc voilà, avec son spi qui va lui manquer, il l'a cassé au bout de 2-3 jours de course. Sauf que, voilà, encore une fois, à ce moment-là, je n'avais pas l'information, donc je n'avais pas pu vous la transmettre. On poursuit avec Jin Kung Shu. Hop là, on va revenir sur le concurrent chinois, un petit peu sur le monde, Jin Kung Shu, même s'il a fait 276 000, je crois que c'est un petit peu plus que les concurrents de devant. Jin Kung Shu, eh bien, toujours des soucis d'épaule. Jin Kung Shu, l'épaule donc de son bras droit est en difficulté depuis 5-6 jours. On en avait déjà parlé, ça fait même peut-être une dizaine de jours qu'il a des difficultés sur son bras droit. Donc il en a parlé un petit peu plus en vidéo. Donc il utilise des antidouleurs, ce qui n'est pas idéal des antidouleurs parce que ça soigne pas le mal, ça enlève juste la douleur. Donc c'est pas forcément. Puis ça peut faire que vous ayez une perte de réaction, de temps de réaction. C'est pas forcément idéal quand on conduit seul un bateau. Ça peut aussi provoquer parfois un petit peu du sommeil. Donc c'est pas l'idéal, les antidouleurs. Il essaye de mettre des patchs aussi. Alors vous savez les patchs un peu chauffants là avec des huiles essentielles. Je sais plus comment c'est. En France, il y a une marque, il y a plusieurs marques qui font ça, mais il y a une marque qui est très connue. Je sais plus comment elle s'appelle. Parce que ma mère qui a des problèmes de dos utilise ça et de temps en temps. Et donc il essaye de mettre ça sur son bras, mais autant vous dire qu'avec un seul bras, c'est un petit peu rock'n'roll dans un bateau, surtout un bateau à feuilles pour réussir à mettre le patch correctement sur l'épaule. Et surtout, j'ai l'impression qu'il part du principe que ça va pas se régler ce problème-là et que son objectif c'est plutôt que ça n'empire pas. En fait, il disait que c'est son problème d'épaule, il l'a depuis quelques années. Ça lui vient en fait de la compétition et forcément comme il a eu un bras enfin, il a une main en moins, je crois que c'est même l'avant-bras lui qui est en moins, Jin Kung Shu. Forcément, il compense avec son autre épaule, qui est l'épaule valide, et qui est le bras valide, mais forcément, il le surutilise, et ça crée des blessures. Mais je suis quand même pas très rassuré pour Jin Kung Shu, parce que je me dis partir dans les mers du Sud avec ce bras-là qui n'est pas vraiment à 100%. Il le disait, ça l'a même gêné. Au niveau des changements de voile, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait en termes de trajectoire. Ça m'inquiète un petit peu, ça m'inquiète même beaucoup. Voilà la situation de Jin Kung Shu au niveau de cette épaule. Par contre, il ne parlait pas de sa cheville, donc je pense que son problème de cheville est réglé. Parce que je rappelle que Jin Kung Shu avait eu un petit souci de cheville en début de course, au même moment que Maxime Sorel. Il semblerait que du côté de Jin Kung Shu, là les problèmes de cheville soient réglés. On passe à un concurrent de tête, Jérémy Bayou, qui est même 5e en ce moment. Jérémy Bayou, ça va fort. Hop, je vous montre ses statistiques à Jérémy Bayou sur les 24 dernières heures. Du côté de Jérémy Bayou, eh bien, je vous rappelle, il avait un problème de genou, il avait eu un choc à un genou au niveau du poteau noir. Le genou avait gonflé, il avait même du mal à le plier, son genou. Eh bien, bonne nouvelle, le genou il était en rapport avec la direction de course et surtout les médecins de la direction de course. Eh bien, le genou a dégonflé. Alors, il est encore douloureux, mais il peut de nouveau se déplacer dans le cockpit. Donc c'est une bonne nouvelle pour Jérémy Bayou, qui parlait également de sa stratégie. Et il disait, moi mon objectif c'est pas de faire des records en 24 heures, mon objectif c'est de garder des bonnes moyennes. Donc voilà, d'essayer de faire la meilleure moyenne sur 24 heures possible, de pas forcément avoir des gros pics de vitesse, mais essayer d'être stable en moyenne. Et pour l'instant ça se passe plutôt bien, parce que pour un concurrent qui a eu un petit problème qui lui a fait perdre forcément du temps, parce qu'il n'a pas pu utiliser son bateau à 100%, et là il est à moins de 100 000 du leader, donc ce qui fait 4-5 heures de navigation
du côté de Jérémy Bayou. 4 heures si on est sur les vitesses de Sébastien Simon, 5 heures j'irai en temps normal, donc ça reste extrêmement raisonnable l'écart de Jérémy Bayou avec la tête de course et ça se passe plutôt bien pour le skipper de Charal pour le moment. Et bon, on va regarder la tête de course, hop, ça va nous permettre de faire ça, vous voyez le tout devant de la flotte. Donc toujours Johan Richomme sur une voie un petit peu plus au centre de la dépression. La dépression elle est là, hein. Vous la voyez. Et donc lui il est un petit peu plus un peu plus proche du centre. Plus on est au centre, plus il y a du vent fort et plus la mer est agitée. Donc plus il y a de la houle. Donc il a peut-être alors au départ il avait cette stratégie là parce qu'il n'avait pas pu faire il n'a pas pu régler la trajectoire de son bateau comme il avait fallu qu'il réussisse à régler quelques problèmes et notamment le fait d'avoir été surtoilé. Donc il n'avait pas pu régler la trajectoire du bateau comme il le souhaitait parce qu'il devait passer dans des zones avec des fois un peu moins de vent et surtout le temps de tout détoiler, le temps de faire un check-up complet du bateau. Il n'avait pas pu régler sa trajectoire. Donc ça l'avait forcément un petit peu handicapé, Johan Richomme. Mais voilà, il est un petit peu plus sud pour le moment. En tête, donc toujours Charlie Dalin. On va voir un petit peu ce qui s'est passé sur les 24 dernières heures pour Charlie Dalin. Son écart s'est réduit de pas mal parce que derrière, ça va plus vite que lui. Donc vous voyez, à 11h hier, hop, Johan Richomme qui lui est resté dans du vent assez fort quand même, hein. Parce que là vous voyez que le vent était pour lui de quasiment 26 nœuds en moyenne et donc même parfois oui il est resté entre 26 et 30 nœuds pendant la nuit en France. Les autres par contre, ce qui fait que ça n'a pas trop touché ses vitesses sur 24 heures en passant. Ouais, là, ça lui a permis de faire des bonnes vitesses sur 24 heures quand même, donc c'est un bateau qui se débrouille bien dans une mer un petit peu difficile. Et là, ça s'est bien passé. Et maintenant, ils ont un petit peu moins de vent. Mais vous voyez, les écarts se sont réduits entre Charlie Dalin et ses concurrents derrière qui se sont rapprochés pas mal, hein. Désormais, il n'a plus que 19 000 d'avance et 26 000 sur Thomas Ruyant. Vous voyez les vitesses en 24 heures de Charlie Dalin. 542 000 nautiques en 24 heures. Et sur les 4 dernières heures, 90 000 nautiques. C'est moins que ses adversaires directs. C'est d'ailleurs Sébastien Simon, Thomas Ruyant, Johan Richomme. Je crois que c'est même un petit peu moins que Jérémy Bayou, notamment sur Charal. On poursuit avec Sébastien Simon qui continue à avoir une allure hallucinante. Pour le moment, c'est le skipper qui va le plus vite avec Thomas Ruyant. 578 000 de parcouru, dont 93 sur les 4 dernières heures. Je voulais également vous signaler qu'on commence à rentrer dans des conditions vraiment de mer du Sud au niveau des températures, hein. Vous voyez la température dans l'air, 15 degrés. On a connu parfois plus de 35, donc là dans les bateaux, c'est encore à temps raisonnable, on va dire, mais plus on va descendre dans le sud, plus il va faire froid, frais, et plus les conditions de vie vont se durcir, même si déjà là ça s'est quand même pas mal durci pour les skippers, c'est-à-dire que les bateaux en font beaucoup plus, tapent beaucoup plus, donc la vie à bord devient beaucoup plus instable, et ce qui augmente les risques, notamment de faire des vols planés à l'intérieur du bateau, à l'intérieur du cockpit, ce qui peut augmenter les risques de traumatisme crânien notamment, et de fracture des cervicales, ce qui est arrivé à certains cervicales vertèbres. Donc il va falloir faire attention désormais aussi quand on se déplace sur le bateau, parfois savoir calmer le jeu. Donc du côté de Sébastien Simon, sur les 48 dernières heures, là il caracole en tête et puis il a explosé les records, je pense en monocoque de ce côté-là. Et je pense qu'il y a des... Et je voulais vous faire le comparo, on le fera un petit peu après le comparo entre certains multicoques et hier le record de Sébastien Simon. Troisième, Thomas Ruyant, ça va pas mal vite pour Thomas Ruyant, vous voyez il est sur les allures de Sébastien Simon. Sébastien Simon c'est 578, lui c'est 568 000, ce qui reste quand même pas mal. Il a rattrapé un petit peu Charlie Dalin. Hier on était aux alentours de 40 000 en termes d'écart, je crois que c'était 38, désormais il n'y a plus que 26,5, donc ça se passe plutôt bien pour Thomas Ruyant, et 94, quasiment 95 000 de parcouru sur les 24 dernières heures, donc plutôt pas mal. Et puis donc Johan Richomme qui est également sur les mêmes allures avec 568 000 de parcouru
donc 92 sur les 4 dernières heures, malgré des conditions de mer qui ont été un petit peu plus agitées pour Johan Richaud, mais on l'avait dit, je crois lors de la présentation, je ne sais plus si elle l'avait dit, mais son bateau avait été conçu pour le Vendée Globe, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément le bateau le plus rapide, mais il a essayé de faire un bateau extrêmement fiable, et notamment au niveau de l'électronique, parce que son électronique n'est pas basée du tout au même endroit que sur les autres bateaux. La plupart des bateaux, l'électronique est au niveau du mât, parce qu'on considère que c'est une zone plutôt sèche, mais il y a parfois de l'humidité qui peut s'infiltrer du côté de l'électronique, et des fois c'est à des endroits un petit peu cachés parce qu'on a essayé de le mettre pour avoir la meilleure répartition des masses possible, ce qui fait qu'elle n'est pas accessible, cette électronique. Johan Richomme, lui, il l'a mis à l'arrière, totalement à l'arrière du bateau, ce qui est inhabituel, mais parce qu'il a une zone sèche qui est beaucoup plus importante, et donc l'électronique à cet endroit-là est complètement au sec, ce qui veut dire qu'électronique au sec, fiabilité augmentée, parce que vous savez que l'ennemi un petit peu de l'informatique, c'est quand même l'humidité, c'est le Coca-Cola, le café, mais aussi l'humidité. Hein. Essayez de mettre un téléphone dans l'eau, vous allez voir que normalement, ça va pas très bien se passer pour ce téléphone. Et puis donc Jérémy Bayou, dont on parlait, voilà, 5e, je ne vais pas revenir sur ses vitesses. Nicolas Luneven peut peut-être faire par contre un comparatif, 542 000, donc vous voyez qu'il va un petit peu moins vite, c'est toujours ce fameux problème, plus on est à l'avant de la course, plus on va vite, parce que mieux on est placé par rapport à la dépression, ça va quand même pas mal vite pour Jérémy Bayou, et surtout ça va plus vite que pour Nicolas Luneven, ce qui lui a permis de prendre la 5e place, 531 000 de parcours pour Nicolas Luneven, mais surtout 72 000 sur les 4 dernières heures, ce qui est moins bien que Jérémy Bayou. Vous voyez la différence, c'est vraiment fait sur les 4 dernières heures, donc entre 7h du matin et 11h. Sam Goodchild, lui, toujours ce problème des bateaux un peu plus d'ancienne génération. Il est de la génération 2020, ce bateau, c'était l'ancien Linked Out de Thomas Ruyant. Sur le précédent Vendée Globe, vous voyez, il a du mal à tenir les cadences des bateaux de tête. 500 000, c'est déjà une bonne journée pour Sam Goodchild. Voilà, ça commence à être compliqué. Malgré tout, il est à 200 000. Donc, je dirais que 200 000, c'est à peu près 10 heures. Donc sur un Vendée Globe, à l'échelle d'un Vendée Globe qui va durer 73-74 jours, je peux vous dire que c'est pas grand chose, 10 heures. Et pour l'instant, il reste dans le même schéma météo. Donc oui, un petit peu de retard, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien quand même pour Sam Goodchild. Et c'est le seul avec ce bateau de génération 2020 qui arrive à tenir les bateaux de tête et à être dans le top 10. Donc ça montre aussi quand même la performance du skipper. C'est important de le souligner. Yannick Bestaven, lui, est 8e. Forcément, son problème de voie d'eau l'a handicapé parce que ça lui a fait perdre un petit peu de mille. Et on savait que c'était une situation où il fallait plutôt être dans le paquet de tête que dans les concurrents qui étaient derrière. Parce que on peut dire, comme on dirait dans le cyclisme, qu'on a vécu un petit peu une élimination par l'arrière dans le peloton. C'est-à-dire que plus vous étiez dans la dernière position, plus le peloton de tête s'éloignait de vous. Et Yannick Bestaven, donc 502 000 de parcouru, mais seulement 59 sur les 4 dernières heures. Donc on voit qu'il est maintenant dans une situation de vent plutôt faible et surtout il n'arrive pas à revenir sur Sam Goodchild. Et l'écart s'est agrandi avec ses concurrents. Si on regarde, Bestaven hier à 10 heures, vous voyez, il revenait un petit peu sur Sam Goodchild. Il revenait même pas mal sur Sam Goodchild. Il y avait 40 000 à 19 heures d'écart entre les deux. L'écart s'était même encore un petit peu réduit à 23 heures. Et puis à 3 heures du matin, là aussi on était à moins de 40 000 désormais. Et la sortie de nuit a été compliquée. Voilà pour Yannick Bestaven qui a perdu du temps. Paul Meillat qui s'accroche toujours, Paul Meillat, 459 000, il essaie toujours de s'accrocher au bateau de tête, mais lui aussi se retrouve désormais depuis hier dans du vent un petit peu plus faible, donc forcément c'est plus compliqué pour lui, pour avoir des bonnes cadences. Vous voyez, il est avec 14 nœuds de vent. Par contre, lui, il est dans des conditions une chouille plus chaude, une chouille plus agréable, avec 17 degrés, voilà, du côté de Paul Meillat. Deuxième peloton, Samantha Davis. Alors vous voyez là, pas du tout la même trajectoire. On essaie de récupérer du vent plus faible, sauf que du vent plus fort, sauf que le vent plus fort descend vers le sud. Donc on est obligé de faire des empannages. Ce qui prend toujours du temps, un empannage, parce que c'est long. Parce que parfois il faut quasiment descendre toutes ces voiles pour éviter de prendre des risques. Et puis surtout, parce qu'il faut mettre tout le matériel d'un côté à l'autre du bateau, au matos, côté bâbord ou tribord.
selon comment on tire à bord. Donc forcément, les sacs de nourriture, le sac de bricolage ou les sacs de bricolage qu'on a à l'intérieur du bateau, il faut les basculer de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Et forcément, ça prend du temps et ça demande un effort physique important. Donc là, vous voyez que sur les 24 dernières heures, Samantha Davis, hop, voilà, à 19h hier, elle a entamé à 23h, pardon, elle a entamé son premier virement de bord. Elle en a refait un peu avant 7h du matin, peu avant 3h même, hop, et ensuite, eh bien, elle est repartie vers du vent un petit peu plus fort. C'est la seule qui a fait déjà ces 2 virements, je crois. Boris Herrmann n'en a fait qu'un seul pour le moment. Clarisse Kremer, si en a fait 2, pardon, et Justine Métro n'en a fait qu'un seul. Voilà. Si on regarde un petit peu les jeux de trajectoire, Boris Herrmann, qui maintenant n'arrive plus à remonter sur l'avant de la course. Pourquoi? Parce qu'il a du vent un petit peu plus faible. Il reste quand même, on va dire, à 1 journée et demie de navigation, ce qui reste raisonnable. Quand on sait qu'un Vendée Globe c'est assez long, donc ça reste une situation, je dirais, raisonnable pour Boris Herrmann, mais forcément il était un petit peu énervé que devant ça réussisse à s'échapper. Et puis donc Clarisse Kremer, Justine Métro, 12 et 13 pour le moment, et Benjamin Dutreux qui est dans un no man's land, mais il n'est plus tout seul dans son no man's land. Vous voyez, donc 325 000 de parcourus sur les 24 dernières heures, 30 000 seulement sur les 4 dernières. Donc vous voyez, avec des moyennes extrêmement faibles parce qu'il est tombé dans de la molle. Et ça profite à Romain Attanasio qui revient de l'arrière. Romain Attanasio qui fait vraiment depuis 72 heures une très très belle course. Je rappelle qu'il y a 72 heures, il était dans le petit groupe avec Louis Burton, Pip Air. Donc vous voyez ce groupe-là. Désormais, il aura mis quand même, je pense, 100 000 dans la vue. Oh, même plus, 150 000 dans la vue. Il aura mis. Hop, donc il se retrouve vraiment bien. Voilà, Romain Attanasio. 328 000 de parcouru. Je rappelle, c'est un bateau quand même de la génération 2016, du Vendée Globe 2016. Donc c'est un bateau qui date de 2015, c'est le bateau Malaysia, Romain Attanasio. On sait que c'est un bateau qui était fiable, efficace plutôt, mais c'est un bateau avec des petits foils par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc forcément, les moyennes en 24 heures subissent un petit peu, mais il va quand même vite. Et vous allez retenir ce chiffre de 328 000 parce qu'on regardera les bateaux à dérive et vous verrez qu'ils font quand même des très très belles journées aussi, les bateaux à dérive droite, parce qu'on est parfois devant ce chiffre de Romain Attanasio. Louis Burton, lui, il est revenu sur Damien Seguin et sur Piper. 323 000 de parcourus sur 24 heures, 83 000 sur les 4 dernières heures, c'est mieux que Piper. Vous voyez, c'est 40 000 de mieux que Piper. C'est également plus de 40 000, 268. Plus de 50 000 par rapport à Damien Seguin, qui a du mal à tenir le rythme, encore une fois. Damien Seguin et Piper, ce sont des bateaux de la génération 2016. Je rappelle que le Maître Coq, qui avait remporté le dernier Vendée Globe, n'était absolument pas le bateau le plus rapide de la flotte à ce moment-là. Isabelle Dioche toujours seul au monde, et puis on retrouve la guerre des bateaux à dérive droite, et toujours Jean Le Cam qui mène. Pourquoi? C'est une question de route par rapport à l'orthodromie, mais Jean Le Cam, il est surtout à 341 000 de parcourus en 24 heures. J'aurais même dû regarder ça. Voir s'il est, il est plus rapide, Vendée Globe 2012. Tac. Est-ce que je vais avoir ça, les statistiques du côté des records? Je ne sais pas si j'aurai les records. Si, je vais avoir les temps parcourus en 24 heures. Donc ça va plutôt pas mal quand même pour les concurrents qui arrivent à avancer sur un bon rythme pour le moment, même si c'est vrai que là je regardais les chiffres, le record en bateau à dérive de l'édition 2012-2013, le record c'était 534 000 parcourus par François Gabard en 24 heures. Donc on n'est pas aux 534 000, on est quand même un petit peu en dessous, mais on est aussi sur du vent qui est un petit peu plus faible. Ces records-là avaient été faits dans les mers du Sud, en dehors des 40e rugissants.
donc par rapport voilà, aux performances des foilers aussi. Mais il a eu des conditions idéales à un certain moment de la course en 2012-2013, c'est allé très très vite. Donc vous voyez quand même que les moyennes sont très bonnes parce que Jean-Luc Ham est plus rapide que Romain Attanasio qui pourtant fait un bon petit rythme avec 341 000. Il a repris un petit peu de vent parce que jusqu'à maintenant la voie Est était certes un petit peu plus courte en termes de distance mais ne permettait pas d'aller rapidement. C'est son premier jour à plus de 300 000 alors que Tanguy le Turquet et surtout Louis Duc, eux, ça fait depuis plusieurs jours qu'ils naviguent à plus de 300 000, 332 000 encore de parcourus par Louis Duc. Donc c'est plus rapide encore une fois que Romain Attanasio, mais un peu moins rapide que Jean Le Cam. L'écart quand même entre les deux est extrêmement réduit. Vous avez 3000 nautiques au classement entre Louis Duc et Jean Le Cam. 30 000 derrière Jean Le Cam, Violette d'Orange, 48 heures extrêmement rapides de Violette d'Orange. Déjà hier, elle était plus rapide que tout le monde. Aujourd'hui, elle fait encore 317 000 de parcourus. Donc ça, c'est plutôt une excellente moyenne voilà, pour la jeune Française qui se régalait. En vidéo, elle le disait, les conditions sont excellentes. Voilà, il fait 22-23 degrés. La mer est vraiment plate. Donc elle disait c'est vraiment presque des conditions paradisiaques, des conditions de vacances. Alors elle n'oubliait pas la course quand même, mais voilà, des conditions de vacances un petit peu pour Violette d'Orange. Donc la vie à bord était plutôt extrêmement calme. Et puis Éric Bellion, donc toujours là aussi, dans le bon paquet, Éric Bellion, qui suit toujours en termes de latitude à chaque fois. Ils sont très proches avec Jean Le Cam. Lui, il est 50 000 derrière Jean Le Cam. Voilà, Éric Bellion, mais 301 000 de parcouru quand même. Donc ça tartine pas mal du côté d'Éric Bellion. Et puis on retrouve juste derrière lui Tanguy le Turquet. Tanguy le Turquet, lui, il est 60 000 derrière Jean Le Cam. Donc ça reste extrêmement serré. Et on peut notifier également, voilà, je vais vous laisser un petit peu la vitesse de Tanguy le Turquet. Encore une fois, 314 000. Lui aussi, comme Louis Duc, ça fait 3-4 jours qu'ils sont aux alentours des 300 000, voire au-dessus. Et vous voyez que Giancarlo Pedoté a regagné des places au classement, comme Alan Roura, parce que les deux ont repris des moyennes supérieures au bateau à dérive droite qui était à côté d'eux. 336 000 de parcourus pour Giancarlo Pedoté. Alan Roura, lui, est à 327 000 parcourus en 24 heures, mais sur des moyennes en 4 heures qui sont par contre un petit peu moins bonnes. Voilà. Giancarlo Pedoté, il est aussi un petit peu bloqué pour le moment. Je vais enlever ça. Ensuite, on retrouve donc Benjamin Ferré qui n'arrive pas à tenir les moyennes des concurrents de devant, toujours un petit peu derrière. Malgré tout, il est qu'à 90 000, donc ça reste raisonnable, mais il a du mal à tenir un petit peu les cadences. Et puis Conrad Coleman aussi, qui lui est à 110 000, 120 000 de Jean Le Cam. Donc tous ces concurrents-là, dont je viens de citer le nom, sont en capacité, encore une fois, de gagner la bagarre des dériveurs, des bateaux à dérive, les dériveurs ER, des bateaux bien entendu avec une quille, mais qui ont des dérives droites. Et cette bagarre est tout à fait intéressante. Voilà, Sébastien Marcin un petit peu derrière. Guirec Soudet, tiens, on va revenir sur Guirec. Énervé, il comprend pas le vent, Guirec Soudet dit, par rapport au fichier météo et la réalité, j'ai des grosses différences. Et moi je lui dirais, c'est tout à fait normal, t'es au large du Brésil. Et les fichiers météo au large du Brésil, ils sont jamais fiables. C'est ce qui a posé énormément de problèmes à Armel Lecléache une année, dans la remontée de l'Atlantique Sud. Ce qui avait posé 30 problèmes aussi, il y a 4 ans, dans la remontée de l'Atlantique Sud. Armel Lecléache, c'était le poteau noir. Il avait souffert le martyre dans le poteau noir à cause de ses problèmes de fichiers météo. La météo brésilienne, il semblerait, ces fichiers-là dans ce coin-là, soient extrêmement durs à élaborer. Et souvent, donc, il y a des différences. Et donc, Guirec Soudet, il disait, pendant la nuit, il a fait 5 changements de voile. Il ne savait pas quelle voile mettre, vraiment. Je rappelle, 5 changements de voile, c'est énorme. Dans une nuit, parce qu'ils ne savaient pas quelle voile mettre. À des moments, il a 5 nœuds de vent, à d'autres moments, 20-25 nœuds. Donc, c'est vraiment énervant. Voilà pour Guirec Soudet, mais qui disait au niveau du bateau, tout va bien. Voilà. Et puis donc, Jing Kung Chu, donc toujours un petit peu derrière Dennis Vandenberg, mais il est allé un petit peu plus vite que Vandenberg. Vous voyez que là, Manuel Cousin-Cornic et Amedeo sont proches. Ah non, Amedeo dans ce petit peloton-là, pardon, parce qu'on on le voyait pas. Donc là, il y a un petit peloton également, un deuxième peloton aussi. Tous les bateaux sont proches et je pense se tient un petit peu la bourre entre eux.
surtout Amedeo et Oliver Air qui ont dû se retrouver ensemble, qui ont fait une belle journée, hein. Eux, ils ont un petit peu plus de vent, mais ils ont rattrapé un petit peu Manuel Cousin, voilà, donc ça se passe pas mal pour ces deux concurrents-là, ça avance. Et puis à l'arrière, Salbosch Verez, bah, c'est toujours le concurrent qui fait le moins de 1000 en 24 heures, seulement 200 000. Mais voilà, il est passé, il va bientôt passer l'équateur. Voilà, Salbosch Verez. Donc demain, normalement, on devrait voir le Hongrois. Et tous les concurrents seront enfin dans l'hémisphère sud après 18-19 jours de course. On regarde tout de suite les statistiques. Alors, je voulais vous donner. Je vais réussir à faire une phrase en français. Les temps en termes de statistiques par rapport à des records du Jules Verne. Donc Sébastien Simon, il a fait 615 000 en 24 heures. Le record de distance en 24 heures sur un multicoque aujourd'hui, c'est Francis Joyon, enfin sur la course de Francis Joyon. Le record, c'est 894 000 en 24 heures, ce qui fait quand même une vitesse en nœuds à 37 nœuds de moyenne. Donc forcément, on n'est pas à ce niveau-là, mais il faut savoir que sur le record du monde, ce fameux temps du Jules Verne de Francis Joyon, eh bien, sur 40 jours de course, parce que c'était 38, je crois, le record de tête, eh bien, il y a quand même 18 jours où il avait été à moins de 600 000 de vitesse, à moins de 600 000 de parcouru en 24 heures. Donc c'est-à-dire que on voit quand même que c'est des vitesses qui se rapprochent de multicoques, je pense, qui avaient 15-20 ans. Je pense que si on prend les temps de Orange, notamment le bateau du frère d'Olique Perron, et qu'on prend ces temps-là, eh bien, je pense que on doit être pas loin des vitesses qu'a fait des vitesses de Bruno Perron. Voilà, j'avais oublié le nom du frère d'Olique Perron qui avait fait le record sur Orange 2, qui était un catamaran à l'époque. C'était pas un trimaran, c'était un catamaran. Eh bien, je pense qu'on doit être pas loin en termes de vitesse par rapport à ce qu'a fait Sébastien Simon. C'est pour dire maintenant que oui, c'est plus du tout la même navigation qu'il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années sur ces vitesses-là, et ça va encore aller plus vite dans les mers du Sud, et on va peut-être se rapprocher, pourquoi pas, des 700 000 parcourus en 24 heures. Sur les 24 dernières heures, c'est toujours Sébastien Simon qui a réalisé le plus de 1000 avec 578 000 de parcourus en 24 heures. C'est 10 de plus que Thomas Ruyant qui est deuxième dans ce classement. C'est-à-dire qu'il a fait 17 km en plus, c'est pas grand chose. On a un top 6, donc toujours qui va largement plus vite que le reste de la flotte, ce top 6. Donc c'est Simon, Ruyant, Richomme, Bayou, Dalin, Luven qui font de 531 000 pour Nicolas Luven à 578 pour Sébastien Simon. Quand Sam Goodchild, donc lui qui est 7ème de ce classement, n'en fait que 508. Et on a des grandes différences surtout entre le 8e et le 9e. Yannick Bestaven qui est 8e a fait 502 000 contre seulement 459 par Paul Meillat. Et entre le 9e et le 10e, là c'est un écart qui est abyssal, c'est plus de 100 km d'écart, hein. Paul Meillat a fait 460 000 si on arrondit au supérieur contre 369 seulement pour Boris Herrmann, c'est-à-dire que vous avez 150, 170 km d'écart entre Paul Meillat et Boris Herrmann, donc entre le 9e de ce classement et le 10e de ce classement. Et on termine avec l'écart par rapport au record. Eh bien, il n'y a plus que 310 000 nautiques de retard, donc un peu moins de 600 km entre Charlie Darlin et Armel Lecléache. C'est sûr que ça fait quand même depuis 3-4 jours que ça tartine fort. Et Armel Lecléache, c'était un bateau 2016-2017, donc qui allait pas à 600 000 de moyenne en 24 heures. Bon, nous on se retrouve demain à l'horaire habituel, c'est-à-dire qu'on se retrouvera donc entre midi et demi et 13h pour le débrief de la journée numéro 19. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.